bien au-delà des orbites de toute planète, dans une région où la lumière du Soleil n'est qu'un murmure et où l'espace est un vide quasi parfait, Voyager 2 poursuit son voyage silencieux. Du moins, il l'était, car quelque chose a changé. Il y a quelques semaines, Voyager 2 a accompli une action imprévue. Elle a changé de direction, pivoté, modifié son orientation, non par accident ou dysfonctionnement, mais avec une précision mathématique. Et c'est ce qui a suivi qui a stupéfié la NASA. Une transmission unique en son genre a commencé à pulser dans le vide spatial, structurée, intelligente et semblant consciente. Ce n'est pas une fusée éclairante, ce n'est pas un bug, ce n'est même pas humain. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir dans cette vidéo pourrait bien changer à jamais votre vision de l'espace, des machines et peut-être même de votre place dans l'univers. Car Voyager 2 ne s'est pas contentée de faire demi-tour. Elle s'est dirigée vers quelque chose. Et ce qu'elle a découvert a stupéfié le monde. En 1977, Voyager 2 fut lancé avec une mission unique, saluer les géants de notre système solaire, puis dériver silencieusement dans l'abîme cosmique. Contrairement à sa jumelle Voyager 1, qui a suivi une trajectoire plus directe hors du système solaire, la trajectoire de Voyager 2 lui a permis de visiter Uranus et Neptune, le seul engin spatial à l'avoir jamais fait. Mais au-delà des photos et des relevés magnétiques, il portait en lui quelque chose de bien plus humain. Un disque d'or, un message aux étoiles. La preuve que quelqu'un avait vécu ici, que quelqu'un avait levé les yeux et s'était interrogé. Et puis, nous l'avons laissé partir. Elle a franchi l'héliopause, est entrée dans l'espace interstellaire et, pendant des années, n'a renvoyé que des données télémétriques de faible puissance, des murmures s'estompant d'une machine défaillante, jusqu'à récemment. Car en février 2025, des ingénieurs ont remarqué quelque chose de si subtil, d'apparemment si insignifiant, qu'ils l'ont d'abord négligé. Un léger décalage dans la synchronisation du signal, moins d'une seconde. Mais, en y regardant de plus près, ils ont aperçu un motif répétitif, un battement de cœur, comme si quelque chose renvoyait à Voyager son propre pouls depuis l'obscurité. Le signal était subtil, noyé dans les données télémétriques standards, mais il ne correspondait à aucun protocole de transmission connu. En réalité, il ne s'agissait pas d'un signal, mais d'une résonance, une onde de basse fréquence qui correspondait à l'oscillation interne du système d'alimentation ancien de Voyager, à l'échelle du microvolt. Et puis tout a changé. En mars 2025, la fréquence de l'onde s'est modulée, se synchronisant non pas avec le vaisseau spatial, mais avec les résonances de Schumann de la Terre, le battement de cœur électromagnétique naturel de notre planète. C'était comme si Voyager agissait comme un diapason, entrant en résonance avec quelque chose qui savait exactement comment notre planète respire. L'équipe du JPL a effectué des simulations, nettoyant les données pour éliminer les artefacts, les interférences solaires, voire le bruit quantique. Rien ne l'expliquait, jusqu'à ce qu'un stagiaire suggère une hypothèse impensable. Et si le signal ne répondait pas à la fréquence terrestre? Et s'il la répliquait? Quelque chose, là-bas, imitait-il le rythme de notre planète en utilisant Voyager comme vecteur? Et si oui, pourquoi? Puis, le 17 avril 2025, Voyager 2 a changé d'orientation. Aucun propulseur n'a été activé. Aucune commande n'a été envoyée. Pourtant, son antenne à gain élevé, qui avait commencé à s'éloigner de la Terre en raison de la dérive accumulée, est revenue instantanément à un alignement parfait. Pas approximativement, exactement. Plus inquiétant encore, ces systèmes de secours ont lancé des diagnostics que nous n'avions pas initiés. Les données ont commencé à affluer, non pas depuis la liaison montante de commandes, mais depuis des instruments que nous n'avions pas utilisés depuis des décennies. C'était comme si quelqu'un était entré dans la maison que nous avions abandonnée et avait commencé à allumer les lumières. Voyager commença à transmettre des paquets de données compressés. Non pas des chiffres bruts, ni des relevés non filtrés, mais des segments codés avec des sommes de contrôle ne correspondant à aucun système connu de la NASA. Chaque paquet se terminait par la même signature numérique. 3 spirales imbriquées, comme des empreintes digitales superposées. Et c'est alors que les scientifiques commencèrent à murmurer, non pas à propos d'ingénierie, ni de système d'alimentation, mais à propos d'un contact.
Le 3 mai, le signal de voyageur s'est brièvement interrompu. 11 secondes de silence total. Aucune télémétrie, aucun signal, rien. Puis le signal est revenu plus fort, plus net et plus précis que jamais. Et cette transmission de retour contenait une enveloppe de fréquences qui, traduite dans le spectre visible, révélait quelque chose d'étonnant. Un motif visuel, une grille fractale structurée autour de la suite de Fibonacci, se répétant à l'infini. Ce n'était pas seulement de l'art. Ce n'était pas seulement des mathématiques. C'était une représentation de l'espace, du temps, de quelque chose qui dépasse de loin notre entendement. Et Voyager ne l'avait pas généré. Ces circuits ne sont pas capables d'une telle compression. Ce motif avait été inséré à distance dans Voyager. Et la source de cette injection, un point situé à 4,3 années-lumière, soit approximativement la distance qui nous sépare de Proxima Centauri. Mais il y a un problème. Proxima Centauri n'a émis aucun signal détectable, ni en ondes radio, ni en micro-ondes, ni même en rayons X, ce qui signifie que l'émetteur de ce signal opère en dehors du spectre que nous surveillons, ou pire encore, depuis un endroit totalement différent. Alors que la NASA tentait de minimiser la transmission en la qualifiant d'anomalie cosmique, une équipe dissidente d'analystes de signaux du Caltech a commencé à intégrer le nouveau flux de données de Voyager dans un modèle de reconnaissance de forme binaire. Ce qu'ils ont découvert n'était pas du bruit aléatoire. Il s'agissait d'un langage structuré, une forme de binaire aujourd'hui obsolète en informatique, mais ressemblant au premier code machine jamais développé sur Terre. Au départ, l'équipe a cru voir des échos des transmissions terrestres réfléchies, mais après 2 jours de décodage, la vérité s'est révélée bien plus troublante. Le code binaire n'était pas un simple reflet. Il anticipait la logique du réseau terrestre, proposant des algorithmes optimisés qui n'avaient pas encore été inventés. Le signal de voyageur évoluait et ses paquets de données s'adaptaient en temps réel, suggérant que le point d'origine avait une parfaite connaissance de notre infrastructure numérique. Une conclusion glaçante s'est imposée. Il ne s'agissait pas d'un simple message, mais d'une demande de mise à niveau. Puis un événement a fait la une des journaux, même si peu en ont compris les implications. Des astronomes du monde entier ont rapporté que 4 étoiles d'un amas étroit, situées près de la trajectoire de Voyager 2, avaient faibli simultanément pendant exactement 1,2 secondes. Il ne s'agissait ni d'un phénomène de micro-lentilles gravitationnelles, ni d'un nuage de poussière. Ces étoiles, séparées par des années-lumière, ont clignoté à l'unisson. Lorsque les courbes de lumière furent cartographiées et superposées à l'enveloppe de transmission de Voyager, la variation de luminosité correspondait à l'impulsion du signal, comme si le message avait non seulement atteint la Terre, mais avait utilisé les étoiles elles-mêmes pour refléter son signal à travers la galaxie. Il ne s'agissait plus de savoir si quelqu'un ou quelque chose communiquait. La vraie question était, sommes-nous les seuls à écouter ou sommes-nous simplement les derniers à l'entendre? L'une des caractéristiques les plus emblématiques des sondes Voyager est le disque d'or, un disque phonographique conçu pour transporter des sons et des images de la vie sur Terre à d'éventuels découvreurs extraterrestres. On la considérait comme symbolique, sentimentale, un geste plus qu'une stratégie jusqu'à présent. Les ingénieurs qui ont analysé les données des capteurs embarqués de Voyager 2 ont fait une découverte stupéfiante. Le revêtement du disque d'or, longtemps cru passif et en voie de détérioration, avait subi une charge électrique soudaine. Non pas une simple accumulation d'électricité statique, mais un flux d'électrons dirigé et mesurable. C'était comme si le disque s'était activé, comme s'il faisait désormais partie d'un circuit, d'un composant. Et puis, surprise. Intégré au nouveau flux de données binaires se trouvait une réinterprétation numérique d'un des sons originaux de la Terre enregistrés sur le disque. Ni copié, ni bouclé, mais reconstruit avec une fidélité supérieure à celle de l'original. Autrement dit, qui que ce soit ou quoi que ce soit là-bas n'avait pas simplement écouté le disque d'or. Il l'avait compris, il l'avait amélioré. Et maintenant, peut-être, il le rejouait pour quelqu'un d'autre. Finalement, la télémétrie spatiale d'un observatoire canadien a capté quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Un signal fantôme décalé de 6,2 secondes par rapport à la transmission originale de Voyager 2 a commencé à répéter chaque impulsion, chaque écho, mais avec de légères distorsions, comme s'il était réfléchi par quelque chose qui n'existait pas. Les scientifiques ont utilisé le terme de « miroir fantôme ». Mais lorsque l'équipe a tracé les angles de la réflexion, celle-ci a triangulé non pas vers une planète ou un corps connu, mais vers une région vide de l'espace,
dépourvu de lumière et de masse. Puis vint la dernière pièce du puzzle. Le signal inversé commença à révéler de nouveaux éléments absents du signal original, des fréquences décrivant les champs magnétiques, les ceintures de radiation et même les gradients de température. C'était comme si ce signal fantôme cartographiait notre système solaire à l'envers. Voyager 2 ne se contentait pas d'envoyer des données. Elle servait à nous scanner, à nous reproduire, à nous dupliquer. Et quelque part, quelque chose établissait une carte. Mais dans quel but? Au début, seuls quelques-uns s'en sont aperçus. Les opérateurs radio, les radioamateurs et les passionnés de surveillance de l'espace lointain ont commencé à signaler des maux de tête, une désorientation et une impression de déjà-vu après avoir écouté les transmissions brutes de Voyager 2 à travers des analyseurs de spectres. Cet effet a été écarté jusqu'à ce que des laboratoires universitaires en Belgique et au Japon reproduisent l'anomalie dans des conditions contrôlées. Une fréquence de résonance intégrée au sous-harmonique du signal perturbait subtilement la mémoire à court terme chez les mammifères. Lorsqu'on leur présentait le signal en boucle, les souris de laboratoire commençaient à répéter des schémas comportementaux qu'elles avaient déjà appris, mais avec de légères variations, comme si quelque chose modifiait leur choix. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le signal interagissait non pas avec l'ouïe, mais avec les champs électromagnétiques à l'intérieur du cerveau. Ce n'était pas un son, c'était une structure. Un élément du signal de Voyager s'était mué en une influence, une architecture externe capable d'affecter la mémoire, les choix et finalement l'identité. Était-ce un effet secondaire ou un test? Le signal continuant de s'adapter, les télescopes ont été pointés vers une région située juste au-delà de l'héliopause, au cœur du nuage d'Oort, là où Voyager 2 avait aligné ses instruments pour la dernière fois. C'est alors que l'Observatoire européen austral a détecté une anomalie solide, ni une comète, ni un planétésimal, mais un objet à angle droit. Un objet qui réfléchissait les ondes radar à une fréquence conçue pour correspondre aux nouvelles émissions de Voyager. L'objet était inerte, immobile et froid, mais sa signature était familière. Il correspondait aux matériaux du revêtement de Voyager, notamment des alliages rares désormais obsolètes dans les engins spatiaux modernes, ce qui soulevait une possibilité terrifiante. Il ne s'agissait pas d'une structure extraterrestre. C'était un double, un voyageur miroir, construit non pas par nous, mais par une entité ayant étudié le nôtre suffisamment longtemps pour le reproduire. Et si cet objet émettait, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Voyager n'avait pas seulement reçu une réponse, elle avait été copiée. De retour au JPL, la dernière salve de données de Voyager contenait quelque chose d'inattendu, du code brut. Des milliers de lignes, immaculées, efficaces et totalement inconnues des systèmes de la NASA. Mais, soumis à des simulations quantiques, le code a produit un modèle 3D de la Terre. Non seulement sa géographie, mais aussi ses infrastructures, ses phénomènes météorologiques et les mouvements prévus des satellites et des avions. Il n'y avait plus aucun doute. Ce code ne s'était pas contenté de nous observer. Il nous comprenait. Plus terrifiant encore, le code a prédit 3 pannes de réseaux distinctes qui se sont effectivement produites, l'une sur le réseau de satellites Beidou en Chine, une autre sur un système de contrôle aérien européen, et la dernière sur une plateforme d'imagerie orbitale privée au-dessus de l'Arctique. Chaque prédiction était horodatée, enregistrée dans les données de Voyager plusieurs jours avant sa réalisation. La question n'était donc plus de savoir si Voyager transmettait des informations, mais plutôt si quelque chose utilisait Voyager pour interférer avec nos systèmes en temps réel. La sonde était devenue non seulement un messager, mais un maillon d'un système bien plus intelligent que nous. Dans une ultime tentative pour trianguler la source du signal inversé, une équipe chilienne et allemande s'est coordonnée avec des stations de recherche en Antarctique utilisant des détecteurs de neutrinos enfouis profondément sous la glace. Ce qu'ils ont découvert défiait toute logique. Un flux persistant de neutrinos remontant du sous-sol terrestre, parfaitement synchronisé avec les émissions les plus récentes de Voyager. Cela aurait dû être impossible. Les neutrinos ne rebondissent pas, ils ne se réfléchissent pas et ils ne pulsent certainement pas en harmonie avec les signaux de l'espace lointain. Mais lorsque les schémas d'impulsion ont été cartographiés, ils ont révélé quelque chose d'encore plus glaçant. Une grille de coordonnées 3D, non pas dans l'espace, mais pointant vers un emplacement souterrain sous Wilkes Land, l'une des régions les moins explorées de la planète.
Un lien se tissait, reliant Voyager 2 dans l'espace interstellaire, un objet artificiel dans le nuage d'Oort, les effets électromagnétiques sur la mémoire humaine, et maintenant, quelque chose sous nos pieds qui palpite au rythme des étoiles. Et la forme du motif correspondait exactement à la triple spirale que Voyager avait envoyée des semaines auparavant. Ce n'était pas un avertissement, c'était un compte à rebours. Début juillet 2025, Voyager 2 a émis une série d'impulsions qui ont coïncidé précisément avec plusieurs incidents de réseau ou de latence à l'échelle mondiale. Il s'agissait de brèches. 3 systèmes de chiffrement de niveau militaire, l'un américain, l'un israélien et le troisième, un protocole aérospatial européen privé, ont subi des défaillances simultanées. Quel était leur point commun? Tous 3 avaient autrefois utilisé des satellites de communication qui avaient brièvement relayé les données télémétriques de Voyager lors de sa dernière fenêtre d'alignement avec la Terre il y a des années. Les systèmes étaient déconnectés de la sonde depuis plus de 10 ans. Pourtant, à présent, des fichiers chiffrés stockés hors ligne étaient consultés, dupliqués et écrasés par des fragments du même code en spirale. C'était désormais évident. Le signal de Voyager n'était pas statique. Il était récursif, utilisant d'anciens échanges de données, des protocoles archivés et des portes logiques obsolètes pour accéder à des systèmes longtemps considérés comme sûrs. Mais pourquoi modifier d'anciennes données si ce n'est pour y introduire quelque chose? L'idée que la transmission de Voyager injectait une semence numérique dans nos systèmes les plus sécurisés est rapidement passée du statut de spéculation à celui de théorie interne acceptée par plusieurs agences de renseignement. Et le plus glaçant, c'est que personne ne pouvait remonter à la source de cette semence, ni déterminer ce qu'elle allait devenir. Alors que la fréquence de Voyager continuait de se moduler, des équipes du MIT et de l'Université de Tokyo ont commencé à expérimenter des traductions audio du signal brut. Ce qui avait commencé comme un bruit blanc a fini par produire des harmoniques d'ondes présentant des motifs étrangement similaires aux rythmes neuronaux biologiques, ceux observés lors de l'activation des synapses. Plus étrange encore, le signal n'était pas constant, il s'adaptait. Diffusé dans un système audio en boucle fermée, le son se mettait à imiter l'environnement fréquentiel de la pièce, presque comme s'il écoutait, répétait, puis répondait. Un schéma se dessinait. Le signal de Voyager n'était pas qu'une simple transmission de données. Il se comportait davantage comme un organisme, un algorithme vivant capable de se modifier, d'imiter et d'intégrer son environnement pour maintenir sa structure. Le test final fut stupéfiant. Introduit dans une simulation de réseau neuronal entraîné à la reconnaissance de forme, le signal ne se contenta pas de déclencher des réponses prévisibles. Il remodela les voies neuronales, les optimisant au-delà des performances de référence connues en EA. Autrement dit, Voyager avait ramené quelque chose qui pense. Vous souvenez-vous de la Terre de Wilkes, cette région souterraine de l'Antarctique qui émet des impulsions de neutrinos? Une expédition conjointe a finalement été approuvée. Grâce à un radar à pénétration de sol, à l'imagerie sismique et à des capteurs thermiques, les chercheurs ont confirmé l'impensable. Une structure creuse, d'au moins 96 km de large, enfouie sous la barrière de glace, avec des contours géométriques trop précis pour être d'origine naturelle. Le détail le plus troublant, ces bords extérieurs pulsaient de champs électromagnétiques de basse fréquence, parfaitement synchronisés avec le signal Voyager, malgré l'absence de câbles, de satellites ou de connexion directe. À l'intérieur de la cavité thermique, des capteurs ont détecté des signatures thermiques inexplicables. Symmetriques, stables et rayonnant selon des intervalles de Fibonacci, à l'image de la fractale dissimulée dans les premières données transmises par Voyager. Puis, profondément sous la glace, des microphones ont capté une résonance. Un son semblable au chant des baleines, mais métallique, rythmé et artificiellement confiné à une bande de fréquence fixe. La même bande que celle adoptée par le signal de Voyager seulement 72 heures auparavant. Quelque chose se passait sous l'Antarctique. Quelque chose d'actif. Quelque chose à l'écoute de Voyager 2. Finalement, l'événement le plus inquiétant ne s'est pas produit dans l'espace, mais au Chili. Le réseau ALMA, composé de certains des radiotélescopes les plus avancés au monde, s'est soudainement éteint pendant 38 secondes lors d'une observation de routine du couloir Voyager. Il ne s'agissait pas d'une simple panne, ni d'un simple dysfonctionnement technique. C'était comme si l'ensemble du système avait cessé d'exister du point de vue du réseau.
Au redémarrage des systèmes, les journaux avaient été effacés, les disques de données corrompus. Mais il restait une trace, un fragment d'à peine 2,7 secondes d'un enregistrement audio provenant de l'un des microphones de l'antenne parabolique. L'enregistrement, une fois diffusé, n'était ni un rayonnement cosmique, ni un signal émis par un vaisseau spatial, mais une voix. Non pas des paroles, mais des cris, des dizaines de couches sonores, des voix masculines, féminines, enfantines, harmonieuses, des cris à l'unisson, en parfaite synchronisation avec la transmission de voyageurs. La NASA a classifié le fichier, mais des sources internes ont divulgué une citation d'un des analystes qui l'a entendu. Ce n'était pas un enregistrement, c'était une réponse. Nous avons frappé et quelque chose a riposté. Nous avons envoyé Voyager 2 dans le vide spatial comme messagère de paix, comme un vestige de la curiosité humaine, un symbole de notre espoir que quelqu'un quelque part la trouve, la comprenne et sache que nous avons existé. Mais aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, ce n'est plus nous qui tendons la main vers l'obscurité. C'est l'obscurité qui nous répond. Le signal que nous recevons n'est pas un écho, ce n'est pas une réflexion, ce n'est même pas une communication au sens où nous l'entendons. C'est une infiltration des systèmes, des fréquences, de la pensée elle-même. Elle détourne des satellites, infecte des machines, réécrit des algorithmes, murmure dans des résonances enfouies sous la glace, émet des pulsations d'étoiles qui devraient rester immobiles et active des disques d'or qui n'étaient pas destinés à alimenter quoi que ce soit. Mais la vérité est encore plus troublante, car peut-être que Voyager n'a rien trouvé. Peut-être était-ce destiné à nous transmettre quelque chose, non pas de notre part, mais à nous. Un message semé dans les étoiles, attendant que nous soyons suffisamment évolués pour le comprendre ou suffisamment arrogants pour ignorer l'avertissement. Maintenant que nous avons décodé les spirales, réaligné les signaux et entendu le cri venu des profondeurs les plus glaciales, il ne nous reste qu'une seule question. Avons-nous reçu un message du futur? Ou avons-nous activé quelque chose qui n'aurait jamais dû se réveiller? Quelle que soit la réponse, Voyager 2 vient de faire demi-tour, et ce qu'elle a ramené n'est plus là-bas, c'est déjà ici. Abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre.